Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à Face à l'actualité, vous êtes bien sûr les antennes d'Afrique Média. L'histoire politique de la Centrafrique, ce pays d'environ 3,5 millions d'habitants, est jalonné de nombreux soubresauts, entraînant une instabilité institutionnelle et conjoncturelle défavorable à son développement jusqu'en janvier 2014. Il faut donc le dire, ce qui restait de l'État centrafricain s'était effondré avec de graves conséquences humanitaires. On parlait alors de près de 400 000 personnes déplacées et presque la moitié de la population qui avait besoin d'aide humanitaire. Aujourd'hui, même si la Centrafrique affiche encore le visage d'un pays politiquement instable, économiquement faible et dans lequel le niveau d'insécurité dans l'arrière-pays reste une source de préoccupation, on peut dire sans risque de se tromper, et comparativement aux événements mentionnés, que la vie y redevient progressivement normale et les populations jadis fuyardes commencent à revenir à Bangui, la capitale. Alors, au vu de tout ceci et considérant les actions plus ou moins concordantes menées par les forces en présence, j'en veux pour exemple les discussions discrètes entre les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia ayant abouti à l'accord de Nairobi, au mépris, il faut le dire, de celui de Brazzaville et des autorités de transition, même si ces deux messieurs sont ouverts au dialogue. Quelle lecture faut-il faire de la situation centrafricaine actuelle? Calme plat, paix mitigée ou trouble voilé? Nos éminents invités nous le diront tout à l'heure. Et sur ce plateau central, lui également, il est ministre. On parle des homologues qui se retrouvent sur les plateaux d'Afrique Média, des homologues de la communication. Il est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la RCA, son Excellence, Georges Adrien Pouceau. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Et je voudrais dire bonsoir au ministre Silla qui est à Yaoundé, et je voudrais lui rendre hommage et aussi rendre hommage à tout ce que ils font avec le ministre camerounais qui nous accueille. Toute la mobilisation, encore la mobilisation et toujours la mobilisation devrait être de mise pour faire barrage à cette nébuleuse qu'est Boko Haram. Pour le moment, nous parlons donc de cet arsenal, monsieur le ministre, avant de repartir du côté de Yaoundé, cet arsenal qui a été mis en place pour justement botter en train Boko Haram, pour remporter cette guerre, cette cohésion, cette union. On ne peut pas dire que la Centrafrique ne soit pas concernée parce que, comme on le sait, du côté ouest, le Cameroun est le voisin de la Centrafrique et du côté nord, c'est le Tchad, deux pays qui sont quand même atteints par Boko Haram. Rien ne prouve que ces gens ne peuvent pas pousser jusqu'en Centrafrique. Alors, que vous inspire justement cet arsenal qui a été mis en œuvre, autant pour moi, pour justement vaincre Boko Haram? Merci. Je vous remercie et je voudrais dire que la Centrafrique n'est pas en marge de tout ce qui est fait jusqu'ici pour bouter hors de nos territoires Boko Haram, d'autant plus que la Centrafrique connaît une situation de guerre et que la fragilité de notre pays pourrait susciter, en tout cas pourrait donner des idées à Boko Haram pour venir s'installer chez nous. Donc nous ne sommes pas en marge de ce qui est fait. C'est d'ailleurs pour cela que Madame le chef de l'État de transition, son Excellence Catherine Samapanza, était la semaine dernière à Yaoundé pour participer au sommet qui a été organisé ici sur Boko Haram. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons dit, et c'est la position du gouvernement centrafricain, c'est que tout doit être mis en œuvre pour éradiquer systématiquement le fléau Boko Haram d'Afrique centrale, parce que c'est du terrorisme et nous ne pouvons pas cohabiter, nous ne pouvons pas vivre avec le terrorisme. Il faut traiter le terrorisme comme étant un mal et un mal absolu. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de double langage à avoir par rapport à ce mal-là et il n'y a pas d'indulgence à avoir par rapport à ce mal. Il faut les neutraliser, neutraliser cette nébuleuse, et c'est d'ailleurs pour cela que le travail que
fait mes homologues camerounais et tchadiens pour gagner la guerre communicationnelle est extrêmement important parce que nous devons communiquer, nous devons rassurer nos populations. C'est important, c'est pour ces populations que nous travaillons, c'est pour ces populations que nous avons la légitimité d'action, donc il faut les rassurer, et pour les rassurer, nous avons besoin du soutien justement de la presse, pour que la presse nous accompagne. La presse ne doit pas... La presse est un acteur du conflit que nous connaissons, la presse est un acteur de cette guerre-là. La presse ne doit pas se complaire ou se contenir dans sa position d'observateur et d'adresser des critiques, parce que si aujourd'hui nos structures étatiques s'effondrent, eh bien, il n'y aura pas de journalistes pour aller rapporter de l'information. C'est d'ailleurs pour cela que la presse devait plutôt soutenir l'action que mènent les gouvernements au sein de l'Afrique centrale. Son Excellence, Julien, avec votre permission, puisqu'on parle de guerre communicationnelle, les informations, alors la désinformation, l'intoxication, je veux dire, pourrait venir même d'ailleurs, hein, pour saper les efforts des pays directement concernés, tels que le Tchad et le Cameroun. Est-ce qu'au niveau de la RCA, des choses ont été faites pour que, justement, ceux qui sont responsables de l'information, journalistes et autres, presse écrite, puissent justement aller dans le sens également de la cohésion en Afrique en général? Comme je vous l'ai dit, je l'ai dit et je vous le répète, au niveau de la Centrafrique, nous suivons de très près ce qui se fait au niveau du Tchad et du Cameroun. Nous avons mis en place un pôle de réflexion pour recueillir et diffuser surtout ce qui se fait ici, parce que comme nous ne sommes pas pour le moment directement impliqués, nous ne pouvons que relayer ce qui se fait au-delà de nos frontières. Et nous soutenons les actions de nos frères tchadiens et camerounais, et nous ne pouvons que relayer ce qu'ils font. Et c'est notre manière à nous, compte tenu de nos faiblesses, de les soutenir. Nous allons introduire justement ce sujet, le sujet sur la Centrafrique. Nous vous avons dit tout à l'heure, le pays est relativement calme. Les populations tantôt, ou alors jadis fuyardes, sont en train de revenir très lentement, mais très inéluctablement, je vais dire comme ça, vers la capitale, Bangui, pour la grande joie des populations africaines tout entières. Monsieur le ministre est là, il va nous en dire plus tout à l'heure, ainsi que tous les autres invités. Nous allons prendre ce premier élément qui nous a été concocté par Nadège Ngweni sur la Centrafrique, justement. Ne quittez pas, on se retrouve juste derrière. La République centrafricaine est-elle définitivement résolue à prendre son destin en main? La sécurité et la sérénité reviennent peu à peu à Bangui la coquette, défigurée ces dernières années par un conflit politique vite métamorphosé en conflit intercommunautaire, avec le débarquement des troupes françaises de l'opération Sangaris le 5 décembre 2013. Cette sérénité est surtout marquée par la volonté affichée par les politiques et principaux protagonistes de la récente crise d'aider à la bonne marche de la transition pour qu'à la date prévue, c'est-à-dire en juillet et août 2015, le peuple choisisse ceux qui devront présider à sa destinée à l'issue des élections présidentielles et législatives. À cet effet, les responsables des groupements politiques de la République centrafricaine ont signé vendredi à Rome en Italie un accord les engageant à organiser cette année des élections libres et transparentes. Dans les rangs de cette délégation se trouvaient 4 anciens premiers ministres, Nicolas Tiangai, Martin Ziguele, Anissé Deloguele, Enoch Lakwe, Désiré Kolingba, fils de l'ancien président André Kolingba, la vice-présidente du Parlement de transition, Madame Léa Koyassoum Doumta, la présidente du comité préparatoire du Forum de Bangui, Madame Béatrice Epaye, qui a également signé cette déclaration. D'après le communiqué publié par la communauté sainte et Haridio, surnommée l'ONU du Trastevere, pour ses médiations discrètes et son vaste carnet d'adresses, cet engagement vise l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes dans le pays. Quant à l'ex-président centrafricain François Bozizé et l'éphémère président de la transition Michel Djotodia, accusés par Bangui de saper la transition dans leur pays, ces derniers seraient prêts à signer une déclaration pour rejoindre le processus de réconciliation.
Les deux hommes, engagés depuis début décembre dans des pourparlers de paix au Kenya aux côtés des ex-rebelles de la Seleka et des miliciens anti-Balaka, sous la houlette de Brazzaville et de Nairobi, auraient paraphé un texte commun dans lequel ils disent adhérer à l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet 2014. Au volet social, les déplacés de Bangui reviennent progressivement. Les violences dans le pays depuis la chute du gouvernement Bozizé en mars 2013 avaient obligé des dizaines de milliers de personnes à fuir pour échapper aux tueries, aux viols et aux pillages. Alain Ganou, Nadège Ngoueni, merci pour cet élément qui me permet de me retourner vers le ministre de la Communication de la RCA. Alors, monsieur le ministre, Georges Adrien Possou, d'entrée de jeu, quelle est la température qui prévaut actuellement à Bangui? Comment va la RCA? Merci madame, mais avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler aux uns aux autres que l'Afrique n'a pas besoin d'un conflit générationnel, il nous faut plutôt une jonction générationnelle. Nous avons besoin de la sagesse et la pondération de nos aînés pour guider notre fougue et notre dynamisme. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que nous n'avons pas, en tout cas certains observateurs de la crise centrafricaine, n'avaient pas pris la mesure même de cette crise-là. Et on était face à l'effondrement des structures étatiques, c'est que l'État centrafricain n'existait pas. Il y a encore quelques mois, au moment où Mme Catherine Samapanza accédait à la magistrature suprême de l'État. Je le dis parce que j'étais parmi les acteurs de cette crise à un moment très important, sensible, où nous avions vu que l'État était zéro. Mais en une année de gouvernance de Mme Catherine Samapanza, avec ses efforts inlassables, aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Nous notons le retour des réfugiés centrafricains. Il y a eu une baisse significative des personnes déplacées parce que vous vous souvenez qu'il y a encore peu, presque la moitié de la ville de Bangui était dans des camps de déplacés internes dans différents endroits de la ville de Bangui. Et aujourd'hui, ces personnes déplacées retrouvent leur domicile, rentrent chez elles et reprennent leurs activités quotidiennes. L'État qui n'existait pas il y a un an est en train de se redéployer par étapes dans l'arrière-pays. Et nous notons aussi qu'il y a un retour à la sécurité, un retour de la sécurité dans le pays, grâce notamment aux efforts des forces de sécurité et de défense de notre pays. Il y a un nouveau commandement de l'armée qui a été mis en place. Nous avons des patrouilles mixtes avec les forces internationales, parce que souvenez-vous, l'ONU avait décidé par de nombreuses résolutions de confier la sécurité de notre pays aux forces étrangères, et ces forces étrangères, ils font ce qu'ils peuvent pour amener la sécurité dans le pays, et tout cela contribue à remettre la Centrafrique sur les rails. Et nous remercions en tout cas tous les efforts qui sont en train d'être faits pour nous aider à nous tirer de ce mauvais passe. Alors, monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure des déplacés à l'intérieur du pays, mais avec ceux-ci, il y a également les réfugiés à l'extérieur. Quelle est la situation de si nombreux réfugiés? Vous avez parlé d'un retour qui commence à être effectif. Et en allant dans ce sens, peut-on, du moins, quelles sont les dispositions prises par l'État centrafricain pour que le retour se passe au meilleur des cas pour chacun de ces réfugiés? Il ne vous a pas échappé que le gouvernement centrafricain prépare un grand rendez-vous. C'est le forum de Bangui qui doit jeter les bases de la réconciliation nationale. Et dans les phases préparatoires de ce forum, il y a des consultations populaires à la base qui permettent aux populations centrafricaines qui ont été durement touchées par les effets de cette crise-là de s'exprimer, d'exprimer leurs besoins et d'exprimer leurs attentes face à
tout ce qui est mis en place pour régler la crise centrafricaine. Et il y a des équipes du comité préparatoire du forum de Bangui qui ont sillonné les pays limitrophes de notre pays et qui ont rendu visite à ces réfugiés centrafricains qui sont aujourd'hui au Tchad, au Cameroun, au Congo et un peu partout en Afrique centrale pour recueillir leurs attentes. Mais au-delà de ça, le gouvernement que dirige le Premier ministre Mamad Kamoun sous la très haute impulsion de Mme Catherine Samapanza fait du retour des réfugiés l'une de ses priorités. Parce que vous savez bien que l'objectif final de la transition, c'est de doter le pays des institutions démocratiques. Et pour doter le pays des institutions démocratiques, il faut aller aux élections. Pour organiser les élections, dans élection, il y a électeurs. Et pour qu'il y ait des élections dignes, crédibles, transparentes, il faut un retour de l'ensemble du corps électoral. Et nos compatriotes qui sont réfugiés dans les pays limitrophes ne peuvent pas ne pas participer à ces élections. C'est pour cela que le gouvernement souhaite leur retour. Et il y a un programme qui est mis en place pour les encourager à revenir, pour les encourager justement à participer à l'effort national de reconstruction. Oui, Monsieur le ministre, le 21 janvier dernier, le gouvernement, justement, si nos sources sont bonnes, a lancé les opérations dites de consultation, et vous avez même rappelé ça à la base, à Bangui, et à l'intérieur justement du pays, signe que le gouvernement est justement à l'œuvre pour que tout se passe bien et que la paix revienne. Mais il y a, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, si vous permettez l'expression, des personnes encore, je ne sais pas si je dois les appeler les oiseaux de mauvais augure, parce que alors que nous avons des informations qui nous disent que tout va bien, il y en a, on parlait tout à l'heure de l'information, hein, vous êtes le ministre de la Communication, des personnes qui distillent justement des informations que je n'aimerais pas donner sur ce plateau, qui nous font croire justement qu'il y a des tensions dans l'air et que demain après demain quelque chose de peut-être plus grave que ce qu'a connu la Centrafrique pourrait arriver. Nous profitons de votre présence pour que vous rassuriez les Centrafricains et les téléspectateurs justement d'Afrique Média, ou peut-être que vous confirmiez, on ne sait jamais, ces rumeurs. Je voudrais faire comme vous, ne pas relayer des rumeurs qui ne sont encore que des rumeurs, mais je voudrais aussi dire que tout est fait pour conduire la République centrafricaine aux élections. Que nos compatriotes se rassurent, il n'y aura pas une troisième transition, parce que c'est cela, ces rumeurs qui courent, il n'y en aura pas. Nous allons, les autorités actuelles de la transition vont conduire le pays au prochain scrutin qui vont permettre un retour à l'ordre constitutionnel, qui vont permettre un retour à la normale, comme on dit. Maintenant, on ne peut pas empêcher les uns et les autres d'avoir des agendas cachés, pour reprendre l'expression du ministre Silla tout à l'heure. Il y a des gens qui ont des agendas cachés, c'est leur droit le plus absolu, mais le gouvernement a un objectif et nous suivons cet objectif-là qui est de doter notre pays des institutions crédibles et démocratiques. D'accord. Monsieur le ministre, nous allons revenir vers vous parce que vous êtes la personne peut-être la mieux indiquée pour parler de fond en comble de ce sujet. Nous allons permettre simplement à nos autres invités d'avoir une seule Juliana Tada. Chacun aura un tour de parole. Il faudra que nous soyons justement rigoureux là-dessus et le ministre de la Communication va clôturer. Nous allons commencer peut-être à Yaoundé avec Monsieur Bilo ici. Rebonsoir, hein. Nous sommes sur le sujet sur la RCA. Les choses sont en train de revenir à la normale. C'est un pays qui a connu des moments difficiles. Que vous inspirent justement les derniers événements où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre? Nous avons le témoignage direct du ministre de la Communication ici présent. Que vous inspirent justement ces derniers événements en RCA? Oui, merci. Il est vrai, le gouvernement remet les choses en ordre. Mais seulement le gouvernement ne peut pas tout faire. Dans cette affaire, pour qu'il y ait l'entente, la normalisation, la réconciliation, cela dépend des seuls Centrafricains. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils vivent,
est un drame qui a été inoculé de l'extérieur parce qu'on a manipulé quelques bigots qui, à ce moment-là, se croyaient obligés, parce que chrétien, d'égorger le musulman, parce que musulman, d'égorger le chrétien, alors que c'est des gens qui ont vécu en très bonne intelligence depuis des décennies. Donc, aujourd'hui, il est vrai, chacun a sa part de responsabilité. Ce que je voudrais dire est que la paix et la vie normale en Centrafrique, la vie normale dépend essentiellement des Centrafricains. Qu'on attende que des gens viennent du dehors, les Christ extérieurs ne peuvent pas sauver la Centrafrique, comme les Christ extérieurs ne peuvent pas sauver l'Afrique. Il faut qu'aujourd'hui les Africains le comprennent. On a beau envoyer des forces extérieures à la Centrafrique là-bas, moi je crois, d'ailleurs ça il faut le souligner, j'ai vu des reportages qui m'ont fait pleurer. Il y a déjà un embryon de la police, de la gendarmerie centrafricaine, mais sans armes, qui accompagne les Français armés, et leur rôle se réduit à quoi? Traduire ce que les autres disent. Non, il faut que les policiers et les gendarmes centrafricains participent à la remise en ordre de leur pays. Et cela, comme je le disais, ils sont centrafricains, ils ont intérêt, il ne faut pas qu'ils attendent l'aide de l'extérieur. Et c'est pour cela que aussi le désordre est venu, non pas seulement de l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui ont accepté de mener ces désordres. Et c'est pour cela que je rappelle la sagesse africaine qui veut que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt, il ne faut pas oublier que les autres doigts qui restent sont pointés vers vous. Donc, la responsabilité est tout à fait partagée. Et il faut encourager Madame la Présidente et son équipe pour qu'on travaille véritablement pour remettre la paix en Centrafrique. J'ai vu tout à l'heure dans le papier qui a été présenté que Dotodia et les autres sont prêts à signer. C'est cela qu'il faut faire. Parce que si vous ne vous entendez pas, une maison qui ne s'entend pas tombe. Et la Centrafrique tombe parce que les Centrafricains ne s'entendent pas. Et s'ils s'entendent, rien, je dis bien, rien ne peut les séparer. Parce que c'est cela le fondement du vivre ensemble, dont parlait par exemple tout à l'heure Parfendom. Le mal aujourd'hui doit être éradiqué et cela se constate parce que les papiers qu'on nous passe montrent que les gens reviennent petit à petit, ceux qui s'étaient déplacés et qui ont été obligés de se déplacer reviennent, même comme il faut le dire, le mouvement n'est pas formidable. Merci à vous, Monsieur Biloa. Ici, je vais m'adresser au professeur Claude Abbé. On sait que dans un État, tout est d'abord politique, car c'est la politique qui régit tout fonctionnement. Mais la crise centrafricaine s'était muée à une crise sociale avec les guerres fratricides et même religieuses. Alors, pour le cas précis, professeur Claude Abbé, par quel bout tenir le retour définitif à la paix et à l'harmonie en Centrafrique? Je dois dire qu'il y a globalement deux orientations, deux principales orientations qu'il faut mettre en lumière. Le ministre indiquait tout à l'heure la remise progressive du fonctionnement des structures d'un État qui était devenu un État fantôme, ce qui est une bonne chose. Il faut donc des réponses structurelles et des réponses conjoncturelles. Les réponses conjoncturelles auxquelles il faut rapidement parer, c'est justement de faire vivre les structures de l'État pour qu'on se rende compte que la force est revenue à l'État et que la force est revenue au droit et qu'il y a un Léviathan qui désormais va dicter la loi dans ce pays-là de manière à ce que tout le monde soit soumis de la même manière à la loi. Mais les réponses structurelles, elles sont des réponses un peu plus profondes qui peuvent toucher justement à la question du vivre ensemble. Parce que c'est le vivre ensemble qui a été profondément entamé
dans le cas d'espèce, c'est-à-dire avec ces tensions à caractère religieux qui ont enflammé la Centrafrique de manière à remettre en question tout l'édifice, et surtout avec la question de la circulation des armes qui a été rendue possible par la proximité de la Centrafrique et la porosité des frontières avec le Soudan d'une part, et de l'autre côté avec la RDC. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, il y a un besoin d'aller des choses qui peuvent être rapides, comme le disait le ministre tout à l'heure, à savoir que l'État reprenne corps, que les forces de police, de gendarmerie et les militaires reprennent effectivement corps. Ça, c'est des choses qu'il faut faire au plus vite, mais il y aura tout un travail de dialogue national à organiser. Et c'est au niveau de ce dialogue national-là qu'on pourra garantir la durabilité des solutions conjoncturelles. Parce qu'au fond, même si l'État revenait et que la paix des cœurs n'était pas revenue, et qu'il n'y avait pas ce travail de la tolérance, ce dialogue interculturel, cette réconciliation nationale qui était activée, à mon sens, le reste des solutions ne produiront globalement rien. Mais à mon avis, c'est déjà important que ce travail politique, cette volonté politique soit mise en marche, et c'est une bonne chose que la Centrafrique, aujourd'hui, commence à retrouver son bon chemin. Je voudrais quand même, pour finir, faire un bémol quant à ce que disait tout à l'heure le ministre de la Communication, le ministre centrafricain de la Communication, au sujet du retour des uns et des autres. Si on regarde à partir du nombre de réfugiés qu'un pays comme le Cameroun a reçu, ou un pays comme le Tchad, il y a peut-être un retour des réfugiés internes. Mais les réfugiés externes, il me semble que le retour n'est pas véritablement significatif. Et donc, à mon avis, je me dis aussi que parmi les réponses conjoncturelles qui doivent être les plus rapides, peut-être faut-il faire un travail là-dessus pour ramener les gens à de meilleurs sentiments et comprendre que la Centrafrique a besoin de tous ses enfants pour justement se remettre debout. D'accord. Merci, professeur. Je pense que le ministre, tout à l'heure, reviendra sur cette question des réfugiés externes également, des réfugiés internes. Vous l'avez dit dans votre propos pour la réconciliation. On a besoin de tout le monde et j'aimerais rester dans ce cadre pour vous donner la parole. Monsieur Taillou est resté dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant du gouvernement qui a lancé les opérations dites de consultation à la base de Bangui et à l'intérieur du pays. Les facilitateurs, justement, ils vont recueillir les avis des citoyens, sont même certainement déjà en train de le faire sur la résolution de la crise avant la tenue justement du forum de Bangui. Alors, est-ce que, au vu de cette action, on part vers les populations pour leur demander ce qu'elles pensent justement de cette crise centrafricaine et de la façon dont ils voudraient justement que les choses soient faites? Est-ce que vous ne pensez pas justement que l'action gouvernementale est encouragée et qu'on avance justement vers une réelle réconciliation? L'action est certainement méritoire, elle est encouragée. Mais il faut qu'on se dise que d'un point de vue de la méthode, on ne résout pas un problème avec la méthode qu'il a engendrée. La méthode qu'il a engendrée ici, c'est le cartésianisme. Le cartésianisme se manifeste de manière, pour aller de manière lapidaire, se manifeste par l'exclusion de l'un au bénéfice de l'autre. Donc, vous ne pouvez résoudre le problème centrafricain sans pour autant intégrer la variable, le changer de méthode et de dire qu'on doit utiliser une méthode, excusez-moi d'y revenir, une méthode africaine qui est inclusive et non exclusive. Si les Tchadsis, malheureusement, nos frères centrafricains se sont battus, ils se sont battus à partir des valeurs, n'est-ce pas, et des croyances qui sont étrangères à l'Afrique. Notamment, malheureusement,
la religion, qui a été la pomme de discorde entre eux, tout au moins celle qui a été la plus visible. Mais on peut s'interroger au-delà de ça, est-ce que les guerres, n'est-ce pas, en Afrique, n'est-ce pas, vont pouvoir s'arrêter? C'est là véritablement la question. Parce que quand on regarde ailleurs, dans les autres, sur le continent africain, nous sommes toujours opposés à partir des catégories mentales qui nous sont imposées de l'extérieur. Soit elles sont linguistiques, vous allez voir les francophones qui sont en guerre contre les anglophones, des problèmes qui ne nous concernent pas, mais pour lesquels nous sommes prêts à prendre la machette, n'est-ce pas, pour découper notre chair et fer voisin. Donc, pour me résumer, il me semble que, en discutant avec les Centrafricains, est-ce qu'on va véritablement interroger la présence, n'est-ce pas, des facteurs qui les ont mis en guerre, c'est-à-dire la religion? Ne peuvent-ils pas revenir au mode de pensée qui était le leur, qui permettait à ce peuple-là, chaque fois qu'ils avaient des différends, de trouver des solutions qui se faisaient sans nécessairement et qui ne passaient en dehors de la guerre, de ce mode d'être qui est le mode de négociation des valeurs occidentales. Donc, je ne peux qu'en saluer la présence, n'est-ce pas, de notre confrère, j'allais dire confrère, mais de notre compatriote centrafricain. On ne peut que les encourager à aller vers le bon sens, mais on va se poser la question, et c'est là, vont-ils s'attaquer à la question religieuse, parce que c'est en Afrique, toutes les guerres sont avant tout religieuses quand elles ne sont pas le fait d'autres catégories mentales qui nous sont imposées par l'extérieur. Rappelons que M. Tayo Kamge est par ailleurs promoteur d'une chaîne de radio chez Anta Diop. Vous comprenez ses élans de journaliste. Donc il a posé des questions et il y a M. le ministre qui souhaiterait répondre. Monsieur le ministre, on vous écoute. Oui, je voudrais relever sur votre plateau que le conflit centrafricain est essentiellement politique. Ouais. Ce sont des apprentis sorciers qui ont voulu instrumentaliser une crise politique en une crise interreligieuse. Nous avons toujours vécu ensemble, chrétiens et musulmans, depuis des décennies. Nous avons toujours vécu ensemble. Il y a nos compatriotes musulmans qui ont été intégrés dans les structures étatiques. Donc, il n'y a pas de conflit interreligieux en Centrafrique. Et dans nos pays africains où nous sommes tous animistes avant d'être chrétiens ou musulmans, il ne devait pas y avoir de conflit, ce type de conflit. Donc, c'est une crise politique. Une fois qu'on aura réglé la question politique, qui est la question de fond, les questions connexes vont tomber d'elles-mêmes. Merci pour cette précision, Monsieur le ministre. Et je vais me retourner vers Jules Diawé. On parle de consensus entre les têtes fortes même, les têtes fortes à l'origine de cette crise, Jules Diawé. Et il y a cette situation de revirement de Bozizé et de Diotodia. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est vrai que peut-être le ministre va réagir à propos. Est-ce que le revirement de ces derniers est sincère? Parce qu'à un moment, ils ont estimé que les rencontres de Nairobi allaient à la rencontre des résolutions prises précédemment à Brazzaville. Oui, Juliana, c'est justement ce qui fait mal. Aujourd'hui, tout se passe comme si Bozizé Diotodia, dès le départ, s'était entendu pour tuer 20 000 Centrafricains. Mais oui, vous voyez, Diotodia a pris les armes, il a foncé sur Bangui. Aujourd'hui, on parle d'exclusion. Qui a exclu l'autre du jeu politique centrafricain? Qui a outrepassé les valeurs républicaines? Qui a fait un défi à la Constitution? N'est-ce pas Diotodia? Alors, Bozizé, en exil, aujourd'hui, se réconcilie avec Diotodia simplement parce qu'ils ne veulent pas que le vrai peuple centrafricain se réconcilie. Parce que dès lors qu'on s'est dressé contre les institutions, on s'est exclu de la République. Et donc, aujourd'hui que la réconciliation est en marche, aujourd'hui que ce gouvernement de transition piloté par Catherine Samba-Panza, par la présidente Catherine Samba-Panza, est en train de prendre le taureau par les cornes, ces derniers vont s'unir, vont s'accorder pour ramener les germes de la déstabilisation et de la guerre en Centrafrique. Et donc, c'est là le véritable problème. Mais moi, j'ai une question à poser. En fait, lorsque nous marchons dans des rues en Afrique, en Europe, il y a des gens qui sont amputés d'une jambe, d'autres d'une main. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au mal. Si cette main me fait mal, m'empêche de vivre, je la coupe.
Et donc, si Dotodia et Bozizé sont le problème, Dotodia, Bozizé, Ziguele, tous ces politicards, si ce sont eux le problème de la Centrafrique, on fait sans eux. En ce moment-là, l'exclusion devient une solution pour permettre aux nouvelles générations centrafricaines d'avoir espoir, de vivre. Mais, vous savez, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Ceux-là qui ont détruit ce pays, ceux-là qui ont tué des Centrafricains, ce sont eux qui aujourd'hui veulent pleurer. Non, on ne peut pas permettre ça, Madame Tada. Il faut faire la réelle politique. La réelle politique voudrait, dans ces conditions, qu'on permette, qu'on laisse à ce régime de la transition d'aller au bout de sa transition. Ils ont une mission que le peuple, dont le peuple leur a investi. Le Haut Conseil national de la transition leur a investi d'une mission. Qu'on leur laisse terminer leur mission. Leur mission consiste à pacifier, à rassembler, à unir, à organiser les élections. Et celui qui aura la chance de prendre les destinées de la Centrafrique à l'issue d'une élection présidentielle, sera président, va régler le reste des problèmes. Mais qu'on ne fasse pas aujourd'hui le procès de la transition parce qu'on ne peut pas tirer sur une ambulance. Vous savez très bien dans quelles conditions cette transition s'est mise sur pied. Aujourd'hui, on devrait aider la transition à atteindre ses objectifs. Et en ce moment-là, on aura permis que beaucoup de jeunes centrafricains soient sauvés, qu'ils soient épargnés de cette misère, de cette souffrance qui rend leur quotidien pénible. Et donc, il faut un peu d'humanisme. Il faut qu'on cesse de faire de la politique politicardienne, qu'on soit un peu réaliste. Alors, Monsieur le ministre, Jules Diawé parle de pacification justement, et si on doit parler de réconciliation, alors peut-on penser à mettre de côté ceux qu'on estime être à l'origine d'un certain désordre par le passé, sinon ne mérite-t-il pas une certaine présomption de bonne foi par rapport à leur revirement? Merci madame. Je voudrais dire ici qu'au regard du fleuve de sang qui a véritablement coulé dans notre pays, il faut éviter la tentation de l'exclusion. Il faudrait faire avec tout le monde. Mais pour faire avec tout le monde, nous devrions allier le besoin de justice de nos compatriotes, parce qu'il y a eu des fautes qui ont été commises, il y a eu des crimes qui ont été commis. Et ces crimes qui ont été commis, il y a eu des responsables de ces crimes-là. Et ces responsables devraient un jour répondre de leurs actes devant les juridictions centrafricaines. Mais il faut allier ce besoin de justice à la nécessité de la réconciliation nationale. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire qu'il faudrait exclure les anciens présidents Bozizé ou Djotodia. Il faudrait composer avec eux. Mais dans quelle mesure? Aujourd'hui, ces deux messieurs veulent rentrer au pays. Mais au niveau du gouvernement, nous pensons que la problématique même du retour des anciens présidents Bozizé ou Djotodia est prématurée. Parce que aujourd'hui, rien ne nous dit que nos compatriotes sont prêts pour les accepter. Et au-delà de cela, qui va assurer leur sécurité si jamais ils devraient rentrer? D'où la question conjoncturelle que posait tout à l'heure le professeur Claude Abbé. La restructuration conjoncturelle. Absolument. C'est des chefs de mouvance. Ils ont forcément des militants, ils ont des cadres dans leurs différentes structures qui peuvent valablement les représenter dans le contexte actuel. Il faut privilégier les intérêts supérieurs de la nation. Aujourd'hui, notre nation est en danger. Et pour la remettre sur les rails, nous devons accepter à faire des sacrifices. Je connais très bien ces deux anciens chefs de l'État pour avoir été ministre de l'un et opposant de l'autre. Ils doivent avoir le sens de responsabilité. Ils doivent aujourd'hui s'écarter pour laisser la chance à la réconciliation véritable et à la paix dans notre pays. C'est aussi simple que cela. D'accord, merci Monsieur le Ministre. Patient parfait d'homme, je vous vois sourire. On parle là justement de deux messieurs qui ont été même au centre des événements centrafricains, et vous avez entendu parler d'une part d'exclusion et d'autre part, il faudrait qu'on fasse avec, mais c'est une équation, on a l'impression que c'est une équation qui sera difficile à résoudre.
Ben, effectivement, parce que quand on a vu jusqu'à quel niveau, le degré d'horreur qu'a atteint, n'est-ce pas, c'est des tueries de masse qui se sont passées en Centrafrique. Il faut avouer que la solution ici pour essayer de revenir à la normale ne sera pas une solution qu'on pourra obtenir comme ça de but en blanc. Il faudra qu'il y ait beaucoup de travail, qu'il y ait beaucoup de sens de consensus, qu'il y ait aussi beaucoup d'humilité, surtout de sens de la responsabilité, c'est-à-dire collective, pour que ce pays-là puisse revenir à la normale. Mais vous savez, tout à l'heure, j'aurais été tenté de dire la suite de monsieur le ministre, ce que je dis souvent ici, les questions de compétences, justement, ne sont pas seulement, ce ne sont pas des questions générationnelles. On peut avoir un jeune qui est compétent, on peut avoir aussi un jeune qui est réactionnaire. De même, on peut avoir quelqu'un d'un certain âge qui est compétent, et comme on peut avoir quelqu'un de certain âge qui ne l'est pas. Donc ce sont des questions qui sont intrinsèquement liées à la valeur des individus. Ce ne sont pas des questions vraiment d'ordre générationnel. Mais quand on regarde, après avoir écouté le professeur Abbé, j'aurais pu m'en tenir à son propos, mais quand on regarde très bien la crise centrafricaine, on va se rendre compte de quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que je m'étais égosé sur ce plateau à essayer de ressasser à longueur de journée cette question-là. La Centrafrique ne pourra connaître de solution de paix à long terme que si l'ensemble, d'abord des acteurs locaux au sein de la Centrafrique, ils consentent, n'est-ce pas, chacun à son niveau, d'abandonner une partie, soit des égos, soit de sa volonté à vouloir continuer de régenter cet État. Quand vous dites chaque partie, vous faites référence les partis en conflit que connaît dans la Centrafrique se mouvoir, premièrement. Deuxièmement, si et seulement si l'ensemble des autres pays qui sont revenus en Centrafrique consentent à aider justement ce pays, à aller dans une voie d'apaisement de manière durable, et cela ne concerne pas seulement, comment je peux le dire, les décideurs de ces États, mais surtout des populations. Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe souvent. Et je pense que quand Taïu essaie de nous ramener sur la question de nos traditions, c'est qu'en réalité, nous avons une communauté de destin. La Centrafrique ne peut pas être dans la situation où elle a été, et les autres pays qui sont revenus, par exemple le cas du Cameroun, le Tchad, pensaient que, de toute façon, c'est la question centrafricaine, ils n'ont qu'à se démerder, nous sommes en paix. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, le ministre centrafricain a commencé à le dire en disant sur la question de Boko Haram. Effectivement, si la Centrafrique peut être considérée comme le maillon faible, et qu'elle n'apporte pas tout son soutien, ne serait-ce que moral, à la guerre qui est imposée à Boko Haram, il peut s'avérer à un moment donné qu'elle serve de sanctuaire justement à cette nébuleuse pour continuer de déstabiliser cette sous-région. Donc je pense aujourd'hui que cette question-là ne peut pas être seulement une question de volonté politique. C'est aussi une question aussi de la capacité de nos États et de nos populations aujourd'hui d'être capables de se prendre en main. Et cela, on rebondit à la question de fond. Ce sont des questions de souveraineté. Il faut qu'au niveau de notre sous-région aujourd'hui, nous soyons capables de commencer à construire la volonté de nos peuples et de nos États d'arracher cette souveraineté qui manque cruellement à nos États aujourd'hui. Et deuxièmement, régler la question, j'en viens là-dessus, parce que tout à l'heure, peut-être à 9, j'en parlerai avec M. le ministre, il y a cette question de l'exploitation pétrolière qui pend à l'horizon au niveau de la Centrafrique, où déjà les rumeurs nous racontent que une société étrangère, à l'occurrence la société Total, va s'attribuer 55 pétroles, 55% autant pour moi, de la manne pétrolière qui va découler de ce grand jugement qui a été découvert. C'est ça le problème de fond. Parce que la Centrafrique, c'est quoi? C'est une fois et demie, c'est la France, je crois plus la Belgique réunie, avec une population qui, monsieur le ministre a souvent le contrôle, je pense qu'il est autour de 4,5 millions. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un scandale à la fois géologique comme celui-là, qu'on ait des gens qui sont dans une misère indescriptible, et justement, cette misère-là est l'une des causes fondamentales des affrontements que nous avons vus. Ce ne sont pas des questions de religion, ce sont des questions de misère, et les populations ont été instrumentalisées par ceux qui sont justement de connivence avec ces forces extérieures pour continuer à entretenir cet état de fait pour que justement la Centrafrique ne peut pas décoller. Donc la Centrafrique va décoller uniquement quand, au niveau de notre sous-région, on va prendre conscience du fait que le développement de nos États est intimement lié. Nous sommes imbriqués au niveau de notre destinée, n'est-ce pas? Et en plus, là maintenant, il faut que de manière résolue, qu'au niveau de cette sous-région-là, qu'on commence à penser le développement de manière
communautaire. On en a marre de cet état d'esprit qui a prévalu au niveau, oui, de nos États où les gens pensaient qu'il suffisait que dans mon îlot, je sois un havre de paix. Je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur, à côté de moi. C'est pratiquement impossible aujourd'hui. Il faut que nous ayons le courage de dire aujourd'hui que la Centrafrique sera en paix quand les États qui sont revenus de la Centrafrique et les peuples qui sont revenus de la Centrafrique comprendront que nos destinées sont liées et l'indépendance et la paix de la Centrafrique dépend aussi de l'indépendance et de la paix des autres pays riverains. Donc je pense que, monsieur le ministre, ce que l'on peut vous dire ici avec force une fois de plus, c'est de dire aux populations centrafricaines que plus elles vont continuer à répondre ou bien à avoir une oreille attentive à ces signaux de déstabilisation, elles vont continuer de certaine manière à déstabiliser complètement la sous-région africaine dans laquelle nous nous trouvons et dont nous appelons de tout notre vœu pour qu'elle soit demain le pôle qui puisse impulser le développement de toute l'Afrique. D'accord. Monsieur Noah Sadio, monsieur le ministre le disait tout à l'heure, et Patient Parfendum a renchéri. Les problèmes centrafricains ne sont pas les problèmes religieux. Et parmi les causes profondes de la crise centrafricaine, on cite souvent l'exploitation et l'instrumentalisation des différentes ethnies, justement. Et quel conseil, vous, en tant qu'aîné, pouvez-vous donner aux Centrafricains qui, d'habitude, et on prend pour exemple ce qui s'y est passé récemment, se laissent instrumentaliser justement par soit le politique, soit une autre force en présence? Monsieur le ministre, bonsoir. Vous savez, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est ça que je fais comme constat. Beaucoup sont passés ici. Vous étiez assis là. Là où vous êtes assis, Gembor était assis. J'ai de l'admiration pour Gembor parce qu'il jouait bien au basket. Et comme j'ai été un, ça me fait plaisir. Et, monsieur le ministre, votre pays n'est pas le dernier. Vous savez pourquoi je vais vous le dire? Vous avez un consul ici que je fréquente quand je suis à Douala. Très intelligent. J'ai vu comment il travaille. Je ne lui fais pas la publicité. Non, Madame Samba Panza, nous l'avons bien chaqué ici quand il y a eu des failles. Mais à un moment donné, nous nous sommes rendus. C'est ça la valeur de cette télé, Afrique Média. Que ce soit ces journalistes qui sont deux avec vous. Souvent, il y a un et ils supportent. Souvent, on reste là. On est l'émission l'une des plus longues en Afrique, au monde même. Nous commençons des fois de 13h. On rentre à 22h et quelques à 21h. C'est pour l'Afrique. C'est pas pour nous. Comme vous êtes passé ici, là, on va croire qu'il y a quelque chose d'accointant. Non. Passez quand vous voulez. J'ai beaucoup admiré votre... Parfois, a dit quelque chose. C'est pas une crise... qu'est-ce que vous disiez? Religieuse. Non, monsieur. À Centrafrique, aujourd'hui, l'économie camerounaise le sent. C'est pourquoi, quand il parle de la conscience des États riverains, vous avez parlé de Boko Haram. On ne vous a pas beaucoup cité, il fallait vous citer. Parce que si Boko Haram trouve un nid chez vous, le problème n'est pas résolu. Parfendom a dit quelque chose un jour ici, monsieur le ministre. Il a dit, Boko Haram peut être battu par les armes. Mais si on ne pense pas à développer les nids où Boko Haram s'est produit, parce que pour chaque oiseau, son nid est le plus beau. C'est ça que les gens ignorent. Même s'il dort, on le regarde dans son nid, mais il est le plus beau pour lui. Il va falloir que nos gouvernants commencent à faire l'équité. On ne peut pas faire la capitale comme le village. Mais je suis content quand vous me dites que les gens reviennent. Et puis tout ce que vous avez dit, s'il me plaît, j'aurais aimé, je ne suis pas votre griot, je ne suis pas de la race des griots, je n'ai rien contre eux. J'aimerais que les différents, si un gouvernement vient, votre jeunesse et votre maturité d'avoir appartenu à un autre gouvernement, que vous soyez dedans. Si les gens sont intelligents, c'est pour combler les conneries que les autres ont faites. Peut-être vous-même vous faites partie de ceux qui ont fait ces conneries, mais amendez-vous. Non, excusez-moi, vous êtes un ministre, je vous dois du respect. Moi, je suis un aîné, hein. Je n'ai pas d'intérêt. Ma région a connu les conflits avec le reste du Sénégal. Mais voilà Macky Sall qui est en train de régler ce problème. Parce que lui, il est parti, il a dormi 8 jours dans ma région. Il a vu la véracité des faits. Et on demande à un gouvernant de faire plus. Il a dit, je vous promets ça. Nous n'avions même pas de bateau pour accéder à Dakar. Et la Gambie nous frustrait. Tu peux rester là 2 jours. Tout ce que tu as cherché pourri.
Il a acheté 2 bateaux pour nous donner. C'est pas mal. Si tu achètes un jouet à un enfant, il est content. Il a dit, je vous fais ça 5 000. Pourquoi ni Senghor, Abdou Diouf n'ont pas pensé? Lui, il a pensé. C'est un jeune technocrate. Sa jeunesse l'a poussé peut-être à avoir l'esprit d'éléphant. Même si c'est pas être jeune ne veut pas dire qu'on est bon gouvernant. Parce qu'on doit se saper, on doit faire... Oh, les gouvernants maintenant, les gens surveillent, hein, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre. Les jeunes surveillent, comme vous. Ils savent où vous avez fait. Si vous achetez une grosse voiture, ils vont dire, oh, oh, le gars a commencé. C'est comme ça. C'est ce qui se fait en Afrique, là. C'est ce qu'on veut que ça change. Vous avez le droit d'acheter une voiture. Vous avez le droit. Mais il faut penser aux autres. Et je crois que vous êtes... Parce que depuis quand on n'entend plus les frasques là-bas à Bangui, ça travaille, les Djotodia et M. Bozizé, j'avais beaucoup de respect pour M. Bozizé. Parce que quand M. Bozizé a eu des problèmes, il est parti faire taxi brousse. Général de son rang. Il était taxi brousse, il travaillait. C'est l'autre qui est venu lui dire, comment il s'appelle, Patassé, au père à son âme. Je connais bien son fils. Il a dit non. Venez, on travaille. En général, de votre rang, le pays ne peut pas. Mais il avait tellement des ambitions pouvoiristes, encore coup d'État, gna gna gna. Voilà où il a mis son qui. Par contre, vous pouvez faire comme l'Afrique du Sud. Comment l'Afrique du Sud s'en est sortie? Comment? Vérité et réconciliation, c'est ça? Ça a même basculé, Vini. Vérité, justice. Ah, merci, parfait. Merci de ton intelligence. Faites ça. Ils viennent, vous leur donnez les primes d'anciens présidents, mais vraiment qu'ils s'écartent un peu des affaires. Mais ce n'est pas maintenant que vous devez les amener. Hein, parce qu'il y a les gens qui ont la rancune contre eux. Bien sûr. Ils sont là, comme Julio l'a dit, ils sont en train de se donner la main et tout ça. Ils ont oublié que c'est ça qu'il fallait commencer. Avant d'aller à cette guerre inutile. Et comme toutes les guerres se finissent par les bics, parce qu'on ne va pas tirer sur tout. Si tu tires sur tout le monde, tu vas gouverner qui? D'accord. Je suis très heureux de vous voir, jeunes. Soyez, on porte pas. Et faites attention à Afrique Média. Nous ne sommes pas des ennemis de quiconque. Ici, là. Ici. Non. Si on tape sur les gens, c'est pas qu'on est contre eux. On veut qu'ils changent. Okay. Voilà. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Parole du vieux Sadio. Alors, le vieux Sadio, hein, tout comme Passion Parfait avant, parlait de cette politique qui devra... Pourquoi pas régir hein, la vie en République centrafricaine, puisqu'on parlait de l'implication de François Bozizé ou encore de Diotio Dia dans l'avenir du pays. Mais docteur Tientou, il n'y a pas de politique qui se fasse sans compromis tout de même. Oui, Juliana, je suis très d'accord avec ce que a dit notre grand frère parfait et l'ancien. Mais vous allez d'abord savoir que nous avons un problème de leadership en Afrique. Ce n'est pas seulement au niveau des États, au niveau des familles, au niveau des entreprises, au niveau du quartier, partout quand vous avez la grâce de voyager, comme vous allez comprendre qu'on a un problème. C'est comme si en Afrique, subitement, des gens sont mis à être fous pour le pouvoir. Et sans même être prêts, sans même être ceux-là qui sont... Parce que parfois le pouvoir... Tu peux l'avoir, sachant que bon, j'ai les qualités, j'ai les capacités, j'ai les normes, mais subitement, chacun va arriver. Et ce cafouillage-là se ressent à tous les niveaux. Quand je vais revenir à Michel Djoudja, le véritable problème de la Centrafrique, c'est au départ. Quand vous regardez ceux qui ont géré la France à Centrafrique, les Bokanda, les David Dako, les Batassé, les Bozizé, sortent du même tribu. Et quand ils sortent du même tribu, ils confisquent le pouvoir pendant des années. Et pour ceux qui sont frustrés, et quand nous sommes frustrés, il y a une frustration qui est énorme. On nous a appris en psychologie à ce qu'on appelle le subconscient. Quand on s'est plaint, les Michel Djoudja viennent comment? Ils viennent comme un porte-parole et de la tribu des Foulbé. Tout à l'heure, le ministre tchadien a donné tous les noms des tribus du Cameroun et du Tchad où j'ai douté. Et n'oubliez pas que toute la bande de la côte du Niger, du Cameroun, de la Centrafrique, on retrouve presque les mêmes peuples jusqu'au sud du Soudan. Et quand Jojo Dia vient comme un porte-parole, il est bien vrai qu'il va utiliser les armes qu'il doit utiliser. Mais avant que les armes n'arrivent, Jojo Dia n'est pas sorti de la brousse, il n'est pas de la brousse parce qu'il voulait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que Bozizé, à un moment, n'a pas voulu de compromission. Comment se fait-il que quelqu'un peut gagner les élections à 90,18% et quelques 3 mois après, il a tout le peuple contre lui? Donc le problème centrafricain, c'est d'abord un problème centrafricain.
il va d'abord qu'on exorcise. Parce qu'il est anormal, tous les pays africains qui ont les problèmes, que ce soit en Côte d'Ivoire qu'on va en parler, c'est les confiscations des tribus, de toutes les choses. Que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, partout vous allez voir des personnes qui vont se lever et qui vont s'accaparer des richesses des générations. Et quand Djoudja vient, il va faire ce qu'il va faire. En conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Je voulais chuter en disant que il n'est pas très intéressant que nous mettions à la porte Michel Djoudja et Batassi. N'oublions pas qu'en Afrique, les gens répondent par nombre de leadership. Il y a toujours un représentant ou un gourou, il y a toujours quelqu'un un porte-voix. Et n'oubliez pas que Bozizé a des assises, il y a des personnes, il y a des jeunes. Et Batassi lui-même, qu'est-ce que moi je vais préconiser? Je vais faire comme un coach qui a fait au Cameroun à une période qui avait un grand capitaine Sombanak. On le ramène, mais il n'est pas dans l'équipe. On dit on te veut bien, tu peux être avec nous, tu peux assister, voilà l'erreur que tu as eu à faire, mais nous ne voulons pas te réintégrer. Pourquoi? Pour ne pas réveiller les démons, pour ne pas réveiller les blessures. Et pour conclure, vous allez remarquer quelque chose. Pour être d'accord avec ce que mes panélistes ont dit. En Afrique, il y a des problèmes quand ça se passe, ce n'est pas toujours des problèmes tribaux ou des problèmes politiques. Mais des politiciens arrivent toujours à faire surmonter la transe religieuse ou la transe de la tribu. N'oublions pas que quand nous allons nous mettre au problème centrafricain, si toutes les tribus ne sont pas représentées à la table, il y aura toujours des frustrations. Il va falloir qu'en Centrafrique, qu'on mette en marge toutes les tribus qui sont là, qu'on ne repousse pas les Foubés, parce qu'on a l'impression qu'en Centrafrique, les Foubés n'ont pas de parole. Et vous allez voir tous ceux qui sont déplacés, tous les camions qui sont quittés de la Centrafrique, de Bangui pour le Cameroun, c'était les camions pleins de Foubés. Pourquoi se fait-il qu'il y ait un problème Foubé en Centrafrique? Voilà le ministre ici à côté de moi, il est très jeune. Je suis d'abord très flatté d'être assis à côté de lui. Je crois que j'aurai une notion particulière et peut-être qu'un jour cette tension aussi va se manifester dans ma vie, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Je voulais dire en passant que il est préférable de comprendre qu'au Cameroun, en Centrafrique, il va falloir comprendre qu'il y a un problème de Foubé. C'est un peuple qui a été frustré pour longtemps, c'est un peuple qui a été marginalisé pour quitter dans un pays où on appelle Bangui-Label. Mais quand on quitte à côté de Bangui-Label, ce n'est plus la Centrafrique. On a l'impression que Bangui a des faits de lumière et d'obscurité. Comme a dit le parfum d'homme, il va falloir qu'on fasse résoudre un problème social, qu'on mette tout le monde à l'égalité, qu'on partage le gâteau à tout le monde, qu'on donne l'occasion à tous ceux qui peuvent donner du bien à Centrafrique, qu'on n'a pas l'impression que c'est une seule tribu qui est en Centrafrique. La Centrafrique a fait de 4,5 millions de personnes, de dames, avec des tribus assez différentes. Merci à vous, Dr Tenchou. De nombreuses questions qui interpellent le ministre de la Communication présent sur notre plateau. On va revenir à vous, monsieur le ministre, je vous en prie. Permettez que l'on prenne cette autre séquence d'appels et on va se rendre au Tchad de nous appelle Abdou. Bonsoir, cher monsieur, et bienvenue. Bonsoir, madame. Je suis vraiment content aujourd'hui de participer à ce débat. Je suis un téléspectateur vraiment fidèle de Afrique Média. Et donc aujourd'hui, je suis content de voir mon compatriote, monsieur le ministre, sur le plateau en tant qu'invité, et je salue tous les panélistes. En fait, la précision que je voulais donner, je suis centrafricain, et donc je suis content d'entendre mon ministre en train de parler, défendre son pays, éclaircir les problèmes centrafricains qui a tant vraiment renfermé de flou. Donc, je voulais aussi rafraîchir un peu le mémoire de mon ministre que c'est vrai, les problèmes aujourd'hui, le problème centrafricain, c'est un problème politique. Mais n'oubliez pas, que ces problèmes a un côté religieux. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis, comment on appelle ça, centrafricain. J'étais présent au moment de la crise, du début, jusqu'à l'envenimement ou bien la complication de la situation. Et j'étais sorti, c'est-à-dire exfiltré, manu militari, parce que je suis musulman. Et tous les gens, c'est-à-dire du côté anti-Malaka, chose avant d'attaquer leurs victimes, c'est d'abord de chercher à vérifier si tu es musulman ou tu es chrétien. Si tu es musulman, on te prend parti. Si tu es chrétien, on te laisse passer. Ça, c'est de un. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est l'État bien fait. Non. C'est l'État qui est à l'origine de tous ces problèmes. C'est l'État qui a commencé. Même si, au départ,
on peut accuser certaines, comment on appelle ça, ou bien certains dérapages de nos compatriotes chrétiens qui abusent souvent de leur autorité, surtout côté policier, côté militaire, qui, à chaque, comment on appelle ça, barrière, à chaque occasion de contrôle, on s'en prend qu'aux musulmans. Et ça a poussé, c'est-à-dire, ça a engendré des haines, des haines, des haines. Et voilà, au moment où les Séléka sont arrivés, les gens n'ont pas compris, certains musulmans n'ont pas compris, dire que non, voilà, c'est notre tour aussi de venger. Et ça mélangeait les choses. Mais derrière tout ça, les hommes politiques, comme ils sont, comment je peux les qualifier, ils sont comme des sorciers, ils attendent juste des occasions, ces gens des occasions pour sauter dessus et mélanger encore davantage la situation. Et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas. Nos frères chrétiens, les musulmans sont devenus vraiment entre eux comme des ennemis farouches. Mais je suis d'accord, je suis content avec M. le ministre qui soit là, qui défend. Il faut rappeler que les gens aujourd'hui sont prêts à repartir et à revivre ensemble. On a compris. Les gens ont compris le jeu de politiciens. Ils ont compris même le jeu des religieux. Moi, je vous parle en connaissance de cause, en témoignage, à tout. Ça c'est mon numéro. Vous pouvez m'appeler. J'ai vécu des choses. Je peux vous dire. Je peux même participer. Dommage que je ne suis pas au Cameroun. Merci à vous. Merci à vous, Abou. Monsieur Yimga nous appelle du Gabon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Tada. Bonsoir, Monsieur Yedna. Bonsoir, chers panélistes. Je suis content de savoir que la Centrafrique est en train de retrouver la paix. J'ai un seul souhait. J'espère qu'ensemble, nous ferons tout pour que chaque Camerounais, pour que chaque Africain se retrouve dans chaque Centrafricain et vice-versa. Les colons sont venus nous diviser en Afrique alors que nous sommes un seul peuple. La souffrance de la Centrafrique est la souffrance du Cameroun. Nous devons avancer ensemble. Je ne peux pas sortir de cette émission sans dire merci à Afrique Média. Merci à tous les ministres qui étaient là ce soir et à celui qui est encore là sur le plateau. Madame Tada, Monsieur Edna, voilà ce qu'on attendait depuis de l'Afrique. Cette communion africaine. Le peuple ne doit pas rester, le peuple ne doit pas être en reste, autant pour moi. À partir d'aujourd'hui, j'invite tous les Camerounais à garder une place pour les Tchadiens tout au long de leur vie. Lorsque je verrai un Tchadien ou une Tchadienne n'importe où, je l'embrasserai. Chers Tchadiens, chères Tchadiennes, si tu es en souffrance quelque part et qu'il y a un Camerounais autour de toi, toque à sa porte. L'unité de l'Afrique ne sera pas seulement politique, mais il sera humanitaire. Et enfin, nos enfants africains ne traverseront pas ce que nous avons traversé. Bonsoir, Monsieur le ministre sur le plateau. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, Madame Tada. Bonsoir, Monsieur Yedna. Merci à vous, Monsieur Yimga, pour vos paroles émouvantes. La solidarité africaine doit primer, surtout et en toutes choses. Et on va se rendre au Cameroun, d'où nous appelle Monsieur Féou. Bonsoir et bienvenue. Allô. Vous êtes à l'antenne, cher monsieur. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, bonsoir, madame. Cher monsieur, bonsoir. On vous écoute. Allez-y, monsieur Féou. Je m'appelle Cam, j'appelle du Cameroun. Alors, quelques problèmes de connexion, s'il est de communication avec notre ami, monsieur Féou. Est-il encore en ligne? On va réessayer. Bonsoir.
Alors, je crois qu'on va probablement revenir à lui après l'autre série d'appels. Alain Michel, je me retourne vers vous nous pour allons, la suite et la fin de ce débat. La fin de ce débat qui sera certainement de ce sujet qui sera fait par le ministre ici présent. Mais pour le moment, il y a Stéphane Tshumbu qui va également réagir à tout ce qui a été dit sur la Centrafrique avant que monsieur le ministre puisse conclure. Stéphane Tshumbu. Oui, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que la question au niveau de l'État centrafricain, il faudrait que les hommes politiques comprennent que la question politique en Centrafrique doit être au-dessus des considérations individuelles. Déjà, lorsqu'on vient en politique, puisque la politique est une discipline noble, et puisqu'elle est une discipline noble, elle met en exergue le peuple, parce que sans le peuple, la politique n'existe pas. Donc le peuple doit être au centre des préoccupations, des intentions et des orientations des hommes politiques lorsqu'ils viennent. On ne peut pas expliquer que depuis 1965 jusqu'en 2013, il y a eu coup d'État sur coup d'État en Centrafrique. Cette instabilité politique ne fait pas la fierté de ce pays. Aujourd'hui, le peuple veut vivre. Les Centrafricains vivaient comme des clandestins dans leur propre pays. Est-ce qu'ils ont péché parce qu'ils ont cette catastrophe géologique chez eux? Est-ce que c'est un péché pour que ceux-ci puissent vivre de telle manière? Aujourd'hui, il faudrait donc avoir une émergence d'une nouvelle classe politique qui est portée, moi, pour ce que j'appellerais le manteau, qui portera le manteau patriotique d'abord, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. D'abord, armer l'État centrafricain, ensuite, armer les concitoyens qui révèlent de l'intérêt général. Si ce nouvel leadership arrive avec cela, je pense que la Centrafrique pourra être sauvée. Mais maintenant, sur la question du président Bozizé, que ce soit Doutuda, on ne peut pas expliquer que ces présidents sont passés à la tête de l'État centrafricain et ont marché sur les corps et qu'aujourd'hui, ils se disent ensemble qu'ils vont vouloir se mettre ensemble, se réconcilier pour revenir en Centrafrique pour le processus de réconciliation qui est un bon processus puisqu'on a besoin des acteurs. Mais en réalité, moi en tant que jeune et ceux qui militent pour que la politique africaine puisse changer, que les leaders, ceux qui sont à la tête, ceux qui nous dirigent, puissent être des exemples. Il est important qu'ils puissent écrire des lettres d'engagement. Dans cette lettre d'engagement, demander pardon aux peuples centrafricains d'abord, ensuite dire qu'ils ne pourront plus se représenter, parce que ça c'est une nécessité, parce que la question centrafricaine aujourd'hui, on a compris qu'ils étaient là pour des intérêts d'autres personnes et pour leurs propres intérêts, ils s'en foutaient pas mal du peuple. Parce que si le peuple était porté, je pense que dans leurs orientations personnelles, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Centrafrique ne serait pas en train de vivre ce qu'elle vivait. Donc on ne peut pas mettre à terre, parce que nous avons des informations. Doutuda qui est à la tête de la Séléka veut créer un parti politique pour se présenter. Bozizé même veut revenir, parce que les couloirs du pouvoir, tels que c'est sucré vraiment en Afrique, les gars veulent retourner pour pouvoir se positionner. Mais non, la Centrafrique a besoin de ceux qui vont d'abord écouter les Centrafricains. Et ça, c'est très important. Et je pense que dans cette lancée, nous allons accompagner cette transition pour que l'élection puisse véritablement s'organiser et qu'elle soit libre et transparente et qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle société politique qui n'a rien à voir avec l'axe du mal que l'Occident a toujours planifié et pour mettre à la tête de nos États et pour que les Centrafricains ne puissent pas jouir de cette richesse qu'ils en ont. D'accord. C'est vrai qu'on aurait aimé tirer le temps pour que les panélistes aient davantage le temps qu'il faut pour parler. Rapidement, Jules Diawé qui voudrait réagir, vraiment en 60 secondes. Jules. Oui, je voulais simplement éclaircir un petit point, un point d'ombre. C'est-à-dire, militer aujourd'hui, c'est bien beau. Le retour de Doutuda, de Bozizé pour renforcer le processus de réconciliation nationale. Mais croyez-moi, dans un pays qu'on appelle le Nigeria, c'est un peu comme si aujourd'hui on demandait au président nigérien d'accepter la main tendue de Shekau pour qu'il aille au gouvernement. Parce que nous savons tous comment Doutuda est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir avec une bande de mercenaires qui ont tué, pillé, saccagé. Et donc, le peuple s'est dressé contre ces agissements. Doutuda est parti, c'est pour reconstruire une Centrafrique nouvelle. Je ne suis pas de ceux des Africains qui pensent qu'on va continuer à faire semblant alors que le tissu est bleu. Il est bleu, il est bleu. Si nous voulons du blanc, nous militons pour du blanc. Doutuda, c'est des gens qui doivent être exclus de la scène politique centrafricaine. Je le dis et j'assume parce qu'ils ont commis trop de morts et trop d'assassinats.
D'accord. Ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas. Je vous en prie, cher monsieur, du calme sur le plateau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jules Diawé, ça ne ressemble pas aux qualités africaines. On parle de vérité et réconciliation. Ça a déjà fait ses preuves ailleurs. Non. Monsieur le ministre, vous allez probablement réagir sur ce que les uns et les autres ont dit. Je vous en prie. Sur ce que les uns et les autres ont dit. Mais également, il n'y a que de sources très introduites. Les retrouvailles de Nairobi au Kenya sont en passe de porter vêtements des fruits. Et on nous a parlé d'un délai de 3 semaines, maximum 1 mois, pour que les fleurs, si vous voulez, commencent à porter, les fruits commencent à porter la promesse des fleurs. Je voudrais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne relais pas des rumeurs. Tout ce qui a été fait à Nairobi reste du moment où le gouvernement n'a pas été associé du domaine des rumeurs. Donc ça n'engage nullement le gouvernement. Mais je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas de problème full B, comme cela a été dit sur ce plateau en Centrafrique, tout comme il n'y a pas de problème chrétien ni de problème musulman. Seulement, la marginalisation de certaines régions de notre pays a servi de prétexte à des ambitieux du pouvoir pour monter une rébellion, déstabiliser un régime et prendre le pouvoir pour assouvir leur soif du pouvoir. Ça, il faut que ça soit dit. Et je voudrais aussi relever que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule région de notre pays qui a eu les rênes du pouvoir. Si les présidents Dako et Bokassa ont été des Mbaka, il y a eu le président Kolingba qui a été Yakoma, le président Patassé Kaba et le président Bozizé Baya, pour en arriver au président Djotodia qui est du Nord, qui est Goula du Nord. Donc, il n'y a pas de problème ethnique à proprement parler. Il s'agit de la redistribution des richesses du pays et de l'accaparement du pouvoir par un groupe d'intérêts. Il ne faut pas faire d'amalgame entre un groupe d'intérêts et un groupe ethnique. Voilà ce que je voudrais dire sur ce point. Je ne voudrais pas livrer un secret sur votre plateau, chère madame. Nous avions eu, le Premier ministre Mamad Kamoun et moi, une conversation la semaine dernière, justement sur le problème centrafricain. Et le Premier ministre a eu cette analyse qui, à mon sens, était juste. Aujourd'hui, nous avons la mission des Nations Unies chez nous, la MINUSCA, qui a des milliards pour son budget de fonctionnement, qui dépense pas moins de 3 à 4 millions d'euros par jour en termes de salaire et autres. Et le Premier ministre disait ceci: si les Centrafricains pouvaient se retrouver autour de la table et se dire, bon, ça suffit, on arrête de faire la guerre, on va se mettre ensemble, et que tout l'argent qui est dépensé pour nourrir des gens qui pour la plupart ne foutent rien, je dois le dire et je le dis à mon nom personnel, cet argent pouvait servir à construire des écoles, des hôpitaux et à remettre le pays sur les rails. Il appartient aux Centrafricains et aux Centrafricains seulement de régler la crise centrafricaine. Depuis que nous connaissons des difficultés, nos frères d'Afrique centrale nous ont beaucoup aidés, ils nous ont portés au bout des bras. Si aujourd'hui nous sommes encore debout, c'est grâce notamment aux efforts de tous les États voisins, des chefs d'État de la CEMAC, de la CEAC, qui n'ont pas abandonné notre pays. Et nous voudrons aujourd'hui leur rendre cet hommage-là. Je leur sais gré de nous avoir accompagnés, de nous avoir beaucoup aidés. Ils n'ont pas ménagé ni leur temps, ni leur argent, ni leurs idées pour nous aider à avancer. Mais il appartient aux Centrafricains et aux seuls Centrafricains de régler la crise centrafricaine. Merci à vous, monsieur le ministre.
Comme pour dire que c'est la Centrafrique, si vous voulez, les Centrafricains qui doivent décider eux-mêmes du pouvoir, ou si vous voulez, du retour à la paix dans leur pays.